On se retrouve pour l'épisode 2 sur la série des systèmes linéaires continus et invariants, et à la fin de cet épisode, vous saurez tout ce qu'il faut savoir sur la résolution par la transformée de Laplace d'une fonction de transfert. On va suivre le sommaire qui est défini à l'écran et on attaque tout de suite cette vidéo qui sera un peu plus longue que les précédentes. Dans un premier temps, qu'est-ce que la transformée de Laplace ? Pour commencer, on doit parler de la modélisation des systèmes dynamiques et qui conduit systématiquement à l'expression d'une ou plusieurs équations dites intégraux différentiels. L'équation sans second membre de cette équation va nous donner la réponse libre, aussi appelée la composante transitoire, et l'équation particulière, la réponse forcée, dite la composante permanente. La solution totale de l'équation intégraux différentielle sera la somme de ces deux solutions. Je vous ai ici mis une équation intégraux différentielle très simple. Il s'agit de la charge d'un condensateur dans un circuit soumis à un échelon de tension E. Si jamais on trace graphiquement l'évolution de la solution en fonction du temps, on peut distinguer les deux régimes. Dans un premier temps, lorsque la solution oscille, on a affaire au régime transitoire, et lorsque le régime est établi, on a affaire au régime permanent. La résolution de ces équations est très souvent extrêmement complexe. La transformée de Laplace est donc un outil qui va nous permettre de résoudre simplement ces équations dites différentielles linéaires à coefficients constants. Et pour cela, on va les transformer en équations algébriques. La méthode de résolution d'une équation différentielle par la transformée de Laplace est la suivante. On part d'une équation différentielle, de paramètre t qui représente le temps, et on va lui appliquer l'opérateur de transformée de Laplace que l'on note avec un L calligraphié. Cela va nous donner une équation algébrique et vu que l'on change de domaine, le paramètre t va devenir un paramètre p, les anglo-saxons mettent souvent un petit s. On peut ensuite décomposer cette équation sous des formes types, qui vont nous donner une équation algébrique décomposée, qui va ensuite nous permettre d'appliquer la transformée de Laplace inverse, le L calligraphié puissance moins 1, qui nous donnera ensuite la solution de l'équation différentielle. Je dois maintenant donner une définition mathématique de la transformée de Laplace, bien qu'en sciences de l'ingénieur on manipule très peu cette équation. Si jamais on dit que f est une fonction causale, continue par morceaux sur R+, telle que f de t est nulle pour tout t négatif, on va appeler la transformée de Laplace de la fonction petit f, la fonction grand F de la variable complexe P qui est définie par la relation intégrale à l'écran. Cette relation est valable pour toutes les valeurs complexes de P pour laquelle cette intégrale impropre converge. Pour rappel, on dit que c'est une intégrale impropre vu que l'une des bornes est un infini. La transformée de Laplace permet de passer du domaine temporel à un autre domaine qui est dit de Laplace. On va noter la transformée grand F de P l'image et f de t la fonction l'original. La variable p qui est complexe, donc qui peut se décomposer avec une partie réelle delta et une partie imaginaire oméga, où on note j du coup le nombre imaginaire, va être la variable conjuguée de la variable temporelle. La dimension de p sera donc une fréquence. Une petite remarque, c'est de la notation. On va noter par usage une fonction temporelle avec une lettre minuscule et sa transformée de Laplace avec une lettre majuscule. Par exemple, la transformée de Laplace de petit f de t sera égale à grand f de p, la transformée de Laplace de petit θ de t sera égale à grand θ de p, etc. Si jamais la fonction est déjà donnée avec une lettre majuscule, on conserve la lettre majuscule. C'est une convention qu'on va retrouver systématiquement dans les sujets de concours. La transformée, telle qu'elle a été définie, ne s'applique qu'aux fonctions causales, et on a vu ce qu'était une fonction causale dans l'épisode précédent. Pour rendre causale une fonction temporelle f, on va la combiner systématiquement avec la fonction dite de Heaviside, qui s'appelle aussi un échelon unité. On la note u de t et elle est définie par la relation suivante. Cette fonction est nulle pour t négatif et elle vaut 1 sinon. Dans l'exemple que j'ai tracé, sur la figure de gauche on peut voir une fonction f de t quelconque et sur la figure de droite le produit f de t fois u de t et on voit bien que la fonction est devenue causale. Elle est nulle pour t négatif et elle vaut f de t pour t positif. On va maintenant voir et donner quelques propriétés et théorèmes élémentaires de la transformée de Laplace. La première est l'unicité. À une fonction f correspond une et une seule transformée de Laplace notée grand F. La deuxième va être la linéarité. La transformée de Laplace d'une combinaison linéaire de deux fonctions, f et g, si jamais cette transformée existe bien sûr, sera la combinaison linéaire des transformées de Laplace de ces deux fonctions. Si on prend alpha et bêta deux réels, la transformée de Laplace de alpha f de t plus bêta g de t sera égale à alpha fois grand F plus bêta fois grand G. Deuxième théorème, la dérivation. Si jamais f est une fonction dérivable et dont la transformée de Laplace existe, alors la transformée de Laplace de sa dérivée sera définie par
P fois grand F de P moins F0. Attention ici, il y a un petit f0, on manipule donc ici la fonction temporelle. Grand F de P sera la fonction dans le domaine de Laplace. On voit donc que le théorème de dérivation fait intervenir la valeur initiale de notre fonction temporelle. Il existe un théorème de dérivation à l'ordre 2, je vous conseille de retenir les deux précédents par cœur. Si jamais la fonction est deux fois dérivable, alors la transformée de Laplace de la dérivée seconde sera égale à p carré fois f de p, moins p fois petit f0, moins f.0. On voit donc qu'à l'ordre 2, on fait intervenir la valeur initiale de la fonction temporelle et la valeur initiale de la dérivée de la fonction temporelle, les deux évaluant 0. Il existe un théorème pour l'ordre 1, l'ordre 2, c'est bien évidemment généralisable à l'ordre n, et on obtient l'expression que vous voyez à l'écran, qui fait intervenir du coup les conditions initiales de la fonction jusqu'à sa dérivée n-1. Une petite remarque, qui va s'appliquer très souvent en sciences de l'ingénieur, si jamais le système est dans les conditions de Heaviside, c'est-à-dire que les conditions initiales sont nulles, et toutes les dérivées successives sont nulles évaluées en t égale 0, alors dans ce cas-là, la dérivée énième, la transformée de Laplace de la dérivée énième sera tout simplement égale à p puissance n fois f de p, avec n l'ordre de dérivation. Dans ces conditions, dériver dans le domaine temporel revient tout simplement à multiplier par p dans le domaine de Laplace. On a vu pour la dérivation, il existe une propriété pour l'intégration. Si jamais on calcule la transformée de Laplace d'une intégrale, cela revient tout simplement à diviser par p la transformée de Laplace de cette fonction. Le théorème du retard, si jamais f est une fonction temporelle qui est décalée dans le temps d'une valeur tau, et nulle pour t compris entre 0 et tau, alors la transformée de Laplace de cette fonction retardée sera égale à grand f de p multiplié par une exponentielle amortie de coefficient moins p fois t. Et enfin, le dernier théorème, la modulation. Si jamais f est une fonction causale et exponentielle de moins alpha t une fonction de modulation, dite aussi d'amortissement, avec alpha un nombre complexe, la transformée de Laplace de la fonction modulée sera définie par grand f de p plus a. On va maintenant voir la transformée de Laplace des fonctions usuelles, et la plupart des transformées que je vais donner à l'écran seront à retenir par cœur pour aller plus vite lors des exercices. Une fonction extrêmement importante est la fonction impulsion ou de Dirac. L'impulsion unité ou distribution de Dirac est définie par la limite en 0 de la fonction f de t, qui vaut 1 sur epsilon si t appartient à 0 epsilon, et 0 sinon. Pour avoir l'impulsion unité, on va calculer la limite lorsque epsilon tend vers 0 de la fonction f de t. La transformée de Laplace de l'impulsion unité, après calcul, est égale à 1, c'est l'élément neutre dans le domaine de Laplace. Deuxième fonction que l'on voit assez souvent, l'échelon. Ici c'est un échelon unitaire, c'est-à-dire qu'il est d'amplitude 1. On a vu aussi tout à l'heure qu'on pouvait appeler cette fonction la fonction de Heaviside, et elle est définie par la fonction u de t qui vaut 1 si t est positif et 0 sinon. La transformée de Laplace de l'échelon unitaire est quant à elle égale à 1 sur p. Il existe plusieurs autres fonctions, je vous donne du coup un tableau. Il faut savoir bien évidemment qu'il y a des abacs pour toutes les formes de fonctions, il s'agit tout simplement de calculer la valeur de l'intégrale que j'ai donnée dans la définition de la transformée de Laplace, et on obtient du coup un abac des fonctions temporelles et de leur équivalent dans le domaine de Laplace. Pour l'impulsion, on a vu que c'était 1, pour l'échelon, ça vaut 1 sur p, et pour une rampe, qui correspond tout simplement à une droite avec une pente de coefficient a, donc son expression temporelle va être a fois t fois u de t, la transformée de Laplace sera égale à a sur p carré. Pour une fonction puissance de paramètre n, c'est-à-dire t puissance n, sa transformée de Laplace sera n factoriel sur p puissance n plus 1. Pour une exponentielle de coefficient alpha, la transformée de Laplace sera égale à 1 sur p plus a. Dans le graphique, j'ai tracé une valeur pour alpha positif et alpha négatif, pour que vous ayez une représentation de l'allure de cette fonction. Et enfin, pour une exponentielle multipliée par un paramètre t, la transformée de Laplace de cette fonction sera 1 sur p plus a au carré. Deux autres fonctions importantes, le sinus et le cosinus de paramètre oméga, leurs transformées de Laplace respectives sont donc oméga sur p carré plus oméga carré, et p sur p carré plus oméga carré. On va maintenant voir ce qu'est une fonction de transfert dans le domaine de Laplace. Pour déterminer la fonction de transfert d'un système à partir des équations différentielles, on utilise du coup les équations qui régissent son comportement. On va appeler une fonction de transfert, ou aussi un mot que vous allez revoir souvent, la transmittance,
le rapport entre la transformée de Laplace du signal d'entrée, E de t, et celle du signal de sortie, S de t. On va noter alors la fonction de transfert grand H de P qui vaut S de P sur E de P, avec S et E bien évidemment la transformée de Laplace du signal de sortie et du signal d'entrée. Une fonction de transfert, c'est donc tout simplement une fraction rationnelle de la variable complexe P et qui peut généralement se mettre sous la forme d'un numérateur et d'un dénominateur qui sont deux polynômes. Au numérateur, on voit ici que j'ai représenté jusqu'à l'ordre m, et au dénominateur jusqu'à l'ordre n. On va appeler les pôles de la fonction de transfert les racines qui annulent le dénominateur, et les zéros les racines qui annulent le numérateur. Cette fonction de transfert, pour calculer et déterminer certaines propriétés, on va systématiquement la mettre sous forme canonique. Et on appelle forme canonique d'une fonction de transfert la représentation qui consiste à imposer une constante unitaire au polynôme. Globalement, on divise par le terme A1 ou alors A0 ou B0 et on va mettre la fonction sous la forme suivante. K sur P puissance alpha et ensuite un numérateur et un dénominateur qui sont deux polynômes. De cette représentation, on peut tirer des propriétés importantes, le gain de notre fonction de transfert qui est le paramètre K, la classe de la fonction de transfert qui est la valeur alpha qui est égale à n moins r, n pour rappel c'est l'ordre du polynôme au dénominateur, et enfin l'ordre de la fonction de transfert qui est tout simplement la valeur de n. On a vu dans la vidéo précédente qu'on utilisait des schémas fonctionnels dans ce cours, et à chaque fonction de transfert, on va pouvoir associer un schéma fonctionnel dans le domaine de Laplace qui porte le nom de schéma bloc. On va le représenter de la façon suivante. Le signal d'entrée E de P rentre dans le bloc qui correspond à notre système, donc deux fonctions de transfert grand H de P, et il en sort le signal de sortie qui vaut grand S de P. On va maintenant voir quelques propriétés asymptotiques de la fonction de transfert. Un théorème extrêmement important et à retenir par cœur, celui de la valeur initiale. Si jamais f est une fonction causale et que la transformée de Laplace de sa dérivée existe, alors la valeur initiale de cette fonction peut être obtenue à partir de sa transformée de Laplace selon la relation suivante. La limite lorsque t tend vers 0 de la fonction temporelle est égale à la limite lorsque p tend vers plus l'infini du produit p fois grand F de p. Vous vous en doutez, si la valeur initiale existe, il existe un théorème de la valeur finale aussi, et si jamais la fonction f admet une limite finie pour t tend vers plus l'infini et que la transformée de Laplace de sa dérivée existe, alors sa valeur finale peut être obtenue à partir de sa transformée de Laplace selon la relation suivante. La limite lorsque t tend vers plus l'infini de la fonction temporelle est égale à la limite lorsque p tend vers 0 du produit p fois f de p. Deux petites remarques sur les deux théorèmes précédents. Le théorème de la valeur initiale ne s'applique que si la fonction f est causale, c'est-à-dire que si le degré du numérateur de la fonction de transfert est inférieur au degré de son dénominateur. C'est une autre façon de voir si une fonction de transfert est causale. Vu qu'on manipule ici des fonctions qui représentent des objets physiques, donc réalisables, ça sera systématiquement le cas. Le théorème de la valeur finale ne s'applique lui que si le système est stable. Pas de souci, on verra dans une prochaine vidéo ce que ça veut dire, mais pour donner une rapide définition ici, ça se traduit par le fait que les pôles de P fois F de P doivent être à partie réelle négative. Sinon cela veut dire que F n'a pas de limite finie à temps infini et que le théorème n'est pas applicable. On a vu comment calculer la transformée de Laplace d'une fonction et la mettre sous la forme d'une fonction de transfert. Pour conclure ce cours, il faut regarder comment est-ce que l'on applique la transformée de Laplace inverse afin de revenir dans le domaine temporel et de trouver la solution de notre équation différentielle. La transformée de Laplace inverse, c'est l'opérateur L calligraphié puissance moins 1, va nous permettre de revenir de l'espace de Laplace vers le domaine temporel. Son application est indispensable pour déterminer l'expression de la réponse temporelle d'un système dont on connaît la transformée de Laplace sous la forme d'une fraction rationnelle. Si jamais on note grand S la transformée de Laplace d'une fonction S de t, alors par application de la transformée de Laplace inverse, on pourra calculer la réponse temporelle S de t. La méthode la plus commode pour déterminer cette expression temporelle va consister à faire une décomposition en éléments simples, je vous renvoie vers une vidéo de la chaîne qui existe déjà à ce sujet, de la fraction rationnelle précédente, c'est-à-dire celle-ci, de façon à obtenir une somme algébrique de fractions simples dont on connaît la transformée de Laplace inverse. On a vu précédemment une liste d'ABAC de fonctions qui est égale à la transformée de Laplace inverse. Ça va nous permettre finalement de revenir dans le domaine temporel. Il est important de rappeler deux propriétés.
la transformée du produit n'est pas égale au produit des transformés, mais par linéarité, la transformée d'une fonction linéaire, donc ici par exemple a de p plus b de p, est égale à la somme de la transformée inverse de a de p plus la transformée inverse de b de p. L'objectif pour calculer la réponse du coup temporelle du système va donc être de mettre notre fraction sous la forme d'éléments simples que l'on peut identifier, qui sont présents dans des abacs, et ensuite de tout simplement remplacer la solution par la valeur temporelle de la fonction. C'est tout pour cette vidéo. On a vu ce qu'était la transformée de Laplace et ses principales propriétés, comment mettre une fonction, une fois dans le domaine de Laplace, sous la forme d'une fonction de transfert et comment la représenter, et enfin comment repasser dans le domaine temporel afin d'obtenir la solution de notre équation différentielle. C'est tout pour cet épisode, et on se retrouve très vite pour l'épisode numéro 3 de cette série.